Bienvenue à ce nouveau numéro du décryptage. Mesdames et messieurs, bonjour. Il a encore tenté une fois de rentrer chez lui. C'était le mardi dernier, mais l'avion qui le transportait a été obligé de faire demi-tour à la case départ. C'est la deuxième fois que le capitaine Moussa Dadis Camara tente en vain de retourner en Guinée pour participer à la présidentielle d'octobre prochain. Pourquoi et qui empêche l'ex-chef de la junte guinéenne de rentrer chez lui? C'est une interrogation à laquelle nous tenterons de répondre dans un instant. Deuxième tentative infructueuse de retour de Moussa Dadis Camara qui empêche l'ex-chef de la junte de rentrer en Guinée. Ce sera le premier sujet de ce jour. Nous parlerons ensuite du Soudan du Sud où le président Salva Kiir a signé malgré lui avec beaucoup de réserves l'accord de paix devant mettre fin à la guerre civile dans son pays. Mais pour beaucoup d'observateurs et d'analystes, certaines clauses de cet accord auront du mal à être mises en application, ce qui pourrait entraîner l'échec des négociations. Salva Kiir signe enfin avec réserve l'accord de paix. Au Soudan du Sud, doit-on craindre l'échec de sa mise en application? Vous aurez la réponse de nos invités dans un instant. Enfin, notre troisième thème du jour porte sur la commémoration des 500 jours de l'enlèvement des filles de Chibok au Nigeria. Les membres du collectif Bring Back Our Girls ont-ils tort de garder l'espoir de retrouver les lycéennes un jour? Nous en parlerons également dans un instant. 500 jours d'enlèvement des filles de Chibok au Nigeria. On est toujours sans nouvelles des lycéennes. Ce sera le troisième sujet de ce jour. Mais avant, madame, monsieur, voici un point de l'actualité. C'est le flash d'information. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a ordonné par décret à l'armée de cesser les combats contre les rebelles à compter de ce vendredi. Ce décret entre dans le cadre de l'accord de paix signé mercredi avec beaucoup de réserves par Salva Kiir pour mettre fin à 20 mois de guerre civile dans le pays. Le Nigeria a marqué ce jeudi le 500e jour de l'enlèvement des lycéennes de Chibok par Boko Haram dans le nord-est du pays. En dépit de l'énorme émotion internationale, le monde reste sans nouvelles des jeunes filles annoncées comme mariées ou vendues en esclavage. Deux journalistes français ayant enquêté sur le Royaume du Maroc ont été arrêtés ce jeudi à Paris et placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'avoir tenté de faire chanter le roi du Maroc en proposant de ne pas sortir leur livre en échange de 3 millions d'euros. En Guinée, deuxième tentative infructueuse de retour du capitaine Moussa Dadis Camara au pays. Pourquoi et qui empêche donc l'ex-chef de la junte militaire guinéenne de rentrer au bercail? C'est le premier débat que j'aborde avec mes invités. Ce sera juste après ce générique. L'émission de ce jour se fera avec Bellarminus Kakovi. Il est docteur en communication politique. Bellarminus Kakovi, bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir lui est. J'ai également sur ce plateau Joël Yetonji de la rédaction de SICA. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous. Je reste avec vous, Joël Yetonji. Deuxième tentative ratée pour Dadis Camara, je le disais tantôt. Alors selon vous, qui empêche le capitaine Moussa Dadis Camara de rentrer chez lui? Une grosse interrogation, je veux dire, mais qui mérite d'être posée, d'autant que c'est la deuxième tentative du genre, tentative manquée. La première fois, s'il a fallu voir l'avion atterrir à Guinée-Conakry pour se rendre compte que Dadis n'était pas à bord du vol, cette fois on a eu la certitude qu'il était à bord du vol et qu'il devrait venir. Et quand on suit un peu le déroulement des faits, on se rend compte, en tout cas par rapport aux déclarations officiellement faites même par son avocat, c'est bien en Côte d'Ivoire qu'on a empêché ces vols d'atterrir parce que le vol devrait atterrir en Côte d'Ivoire pour qu'il puisse prendre son envol pour la Guinée-Conakry. Dit qu'il n'y a pas de vol direct entre Ouagadougou et Conakry. Et que s'est-il passé pour que la Côte d'Ivoire refuse que le vol à bord duquel se trouve Dadis puisse atterrir? Dit qu'il n'y a pas de mandat d'arrêt contre l'homme. C'est une grande interrogation et à voir de très près cette situation, on peut se demander si vraiment, comme l'a dit Dadis même,
pour ne pas dire son avocat, il n'y a pas l'État guinéen derrière ce refus de voir l'homme arriver dans son pays. Il n'y a pas eu que la Côte d'Ivoire, même à Accra, au Ghana, où il a pu avoir un peu de carburant dans l'avion, on l'a retourné encore chez lui. Il faut constater qu'au niveau du... Oui, les autorités ont parlé. Dadis n'avait pas de billet pour lui permettre d'aller directement à Guinée-Conakry, c'est la version officielle. Et mieux, l'avion qu'il a amené et qui essaie de se recharger en carburant, c'est un vol Ouaga, Abidjan, Accra, Ouaga. Donc, il ne faudrait pas demander aux pilotes, rien que pour Dadis, d'aller directement vers Conakry, qui va assurer la différence. Il aurait pu attendre à Accra, quitte à trouver un autre vol, Accra-Conakry par la suite. En tout cas, officiellement, les autorités ont signifié que Dadis n'a pas demandé à séjourner chez eux. Il y a eu même ce matin une déclaration officielle, comme quoi si Dadis veut, il peut trouver asile chez eux. Ils ne se mêlent pas de ce qui se passe. Officiellement, ils ont fait ce qu'ils doivent pouvoir faire. C'est la version officielle. Même à Abidjan, il n'y a pas une version officielle qui interdise le séjour de Dadis Camara, puisqu'il est de la... Non, il n'a pas voulu séjourner, mais ce qui est officiel, c'est qu'on n'a pas permis d'atterrissage. Voilà, il est interdit d'atterrissage. Il est interdit de séjour. Voilà, c'est là qu'il faut s'interroger, se demander si vraiment l'État guinéen n'est pas derrière ce refus-là. Et ça, on peut s'y attarder. On peut s'y attarder parce que... Pourquoi l'État guinéen va refuser à Dadis Camara de rentrer? Il faut constater que entre le chef d'État Alpha Condé et Dadis Camara, ce n'est plus la lune de miel. Alors que les deux hommes s'entendaient, c'était le parfait amour entre-temps. Mais depuis que l'homme lui a promis, une fois arrivé au pouvoir, va lui permettre de rentrer chez lui, elle ne l'a pas fait. C'était déjà un quiproquo entre les deux hommes. Mais mieux, Dadis Camara a annoncé sa candidature et on sait qu'il vient de la zone forestière. Et on sait que ça peut peser l'eau dans la balance. Ce n'est pas ignoré. Mais ça vient encore en ajouter à tous ces effets qui peuvent pousser Alpha Condé à ne pas voir d'un très bon œil son retour. Il se trouve qu'aujourd'hui, Dadis Camara, officiellement en juin, a annoncé aller en alliance avec Cellou Dalein Diallo. Cellou Dalein Diallo qui vraiment ne facilite pas la tâche à Alpha Condé, pour ainsi dire. Et dire qu'au pays, Alpha Condé, ce n'est pas le parfait amour avec l'opposition non plus. Donc, il a tout ça à régler. Ajouter à ça, avoir à son dos un certain Dadis Camara. Non, c'est trop facile ça de laisser Dadis Camara revenir au pays. C'est mieux de le laisser au Burkina. Il n'a qu'à se reposer jusqu'au lendemain des élections. Tout à fait, c'est ce que je trouve. Mais au-delà de ça, il faut se demander aussi si en dehors de la Guinée, Alpha Condé à lui seul peut-il empêcher Dadis Camara de rentrer chez lui. On ne peut pas oublier non plus que Dadis Camara, si s'est retrouvé à Ouaga, ce n'est pas le fait du hasard. Il y a des puissances étrangères qui ont contribué pour beaucoup. Il y a la France, il y a les États-Unis qui suivent aussi de très près la situation aujourd'hui. Qui l'a accueilli. Tout à fait. Donc c'est des données qu'on ne peut pas occulter dans le cas d'espèce. Il y a une certaine mobilisation certainement. En tout cas, il y a une certaine mobilisation, non pas forcément contre Dadis Camara. Qui ne veulent certainement pas avoir une nouvelle crise. Vous l'avez dit, on ne veut pas d'une nouvelle crise en Guinée. Et pour régler déjà l'existant, c'est toujours bon d'éviter qu'il y ait encore un autre problème qui vient s'ajouter à l'existant. Donc, je trouve que le chemin de retour au pays natal pour Dadis vraiment est plein d'embûches. Pour l'instant, le chemin est long. Benlamidou Sekapovi, c'est votre lecture également, selon vous, qui empêche Dadis Camara de rentrer en Guinée? Moi, je poserais la question autrement. C'est quelle est l'opportunité du retour de Dadis Camara en Guinée-Conakry aujourd'hui? Il veut être candidat. Oui, il veut être candidat. Et la clôture, justement, de dépôt des candidatures est prévue pour le 1er septembre à 0 heure. Je suis tout à fait d'accord. Oui, il veut être candidat, mais faudrait-il d'abord qu'il essaye de nous expliquer sa part de responsabilité dans le massacre des opposants qu'il y a eu il y a quelques années. Il ne peut pas le faire à l'extérieur. Et justement, c'est pour ça que je vais parler d'un paradoxe guinéen. Parce qu'on sait qu'il a été inculpé par la justice guinéenne et donc la logique aurait voulu qu'on le laisse entrer et retourner au pays pour s'expliquer devant la justice guinéenne. Parce qu'on ne peut pas oublier comme ça de facto la mémoire de cette centaine de manifestants tués, bien évidemment par le pouvoir de Dadis Camara. Qu'on le veuille ou non, Dadis Camara doit aussi essayer aussi de se prendre plus au sérieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on sait très bien qu'il était chef d'une junte au pouvoir. On sait que sous sa gouvernance, je mets ça entre guillemets, il y a eu pas mal de massacres, il y a eu des morts. Et donc aujourd'hui, il doit comprendre qu'il y a un processus qui est en cours. Il doit pouvoir
un seul instant oublier sa propre personne au profit donc de la cohésion nationale en Guinée, oui, et qu'il essaye de rester un peu là où on l'a mis. Oui, mais le monsieur pense qu'aujourd'hui, il est le seul en mesure de sauver la situation dans son pays, en prenant à nouveau, en faisant à nouveau un coup d'État. Non, en étant candidat. Cette fois-ci, il veut y aller par voie démocratique. Moi, je ne sais pas. Il veut être candidat. Il a annoncé sa candidature. Il veut aller déposer sa candidature et la clôture est prévue pour le 1er. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions, il peut encore déposer sa candidature? Moi, si vous voulez avoir mon avis, personnellement, je pense qu'il n'y a pas d'opportunité pour que Dadis Camara soit candidat à cette élection. On a déjà suffisamment d'élections en Guinée et de candidats en Guinée et pas des moindres. Oui, mais il a son électorat. Il a son électorat, d'accord. Il a ses militants qui l'attendent. Oui, je suis d'accord. Mais le problème, c'est qu'il y a une situation aujourd'hui sur le terrain. Depuis quelque temps, le pays traverse de vives tensions politiques. Et moi, je suis écœuré de voir que, vous savez, le pouvoir du professeur Condé est le tout premier pouvoir démocratiquement élu en Guinée. Et donc, de voir que de part et d'autre, on s'acharne contre ce pouvoir. Je ne veux pas dire que ce pouvoir est blanc. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire et à redire sur ce pouvoir. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut que des dirigeants africains essayent de penser plus cohésion nationale que leurs propres intérêts. C'est pareil pour d'autres pays également. Je pense que ce qui se joue aujourd'hui avec Dadis Camara, c'est purement son propre ego. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce que je vais appeler les derniers soubresauts du fauve agonisant. Il sait qu'il est inculpé et il a envie tout simplement d'aller aux élections, d'avoir un électorat certain et de pencher du côté du candidat victorieux pour le deuxième tour certainement afin de pouvoir monnayer son électorat. Et ce faisant, il va échapper à la justice. Vous Exactement, pensez? je pense que oui, mais la justice quand même, la justice guinéenne est indépendante. Ça peut, néanmoins, ça peut toujours le rattraper. Oui, mais le problème c'est quoi? C'est que quand le veuille ou non, nous sommes en Afrique et on sait comment est-ce que la justice fonctionne. Et donc, je pense que pour lui, selon ses calculs, c'est qu'il est du côté du pouvoir élu lors des prochaines élections pourrait lui procurer un certain sanctuaire. Donc, il pourrait ne pas être inquiété pendant les 5 prochaines années en attendant de faire face à nouveau au cas où quelqu'un d'autre, un opposant à lui, serait élu. Et donc je pense que c'est ce qu'il est en train de jouer. Et je pense aussi qu'il doit arrêter à un moment donné cette turpitude parce que le pays traverse une énorme crise actuellement avec les partisans de Cellou Dalein Diallo. Et donc je pense que lui, il rentre au pays, ça va en rajouter de la crise à la crise et je ne sais pas où est-ce que ça va conduire. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que malgré ces 2 tentatives ratées, il va encore essayer avant le 1er septembre de rentrer? Je pense qu'il essaiera à nouveau. Il peut essayer d'emprunter une voie de terre, il peut un moyen terrestre pour rentrer chez lui. Ouais, le problème c'est qu'il n'y a pas de frontière directe entre les 2 pays, donc il va falloir qu'il traverse d'autres pays. Des kilomètres. Il trouvera un moyen détourné de contourner la Côte d'Ivoire pour... Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, il y a bien d'autres pays. Vous l'avez dit, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire qui l'a empêché qui n'ont pas exprimé officiellement leur refus de parcourir leur territoire. Oui, le problème, c'est ça. J'ai suivi un peu l'avocat de Dadis Camara qui parlait de la libre circulation dans l'espace CEDEAO. Mais en même temps, il oublie, il y a un principe cardinal en droit, péri, c'est un principe plutôt que péri, c'est un système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le laisser aller aujourd'hui en Guinée pour que périsse la situation qui est déjà dans une atmosphère délétère. Je pense que ça pourrait, comme je le disais, en rajouter une crise à la crise. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait bien qu'ils se prennent plus au sérieux, qu'ils se disent la situation est déjà assez pourrie pour que j'en rajoute davantage. Joël Yetonji, alors si tant est que Dadis Camara est un invité gênant, pourquoi est-ce qu'on ne l'empêche pas de quitter le Burkina? Tout simplement parce que si certaines puissances peuvent exercer leur pression pour qu'il n'aille pas troubler l'ordre public en Guinée, pourquoi on ne l'empêche pas simplement de quitter le Burkina? L'empêcher de quitter simplement le Burkina pourrait lui donner encore d'autres moyens de réagir. Vous savez, Dadis Camara, c'est le genre d'homme à ne pas aimer trop se cacher, à ne pas aimer trop la discrétion. Si vous lui donnez des matières à rebondir, à se faire entendre sur la scène internationale, il le fera. Donc il faut le gérer avec beaucoup de diplomatie, de souplesse. Je pense que c'est la formule que les autorités ont essayé de trouver. Au Burkina, il est parti, on ne l'a pas empêché,
mais un peu plus loin, on l'a empêché pour qu'il revienne encore à la case départ, en toute tranquillité, et savoir qu'il est bien accueilli. Il y va aussi de la stabilité du Burkina Faso. Je vais rapidement porter à notre attention que tôt ce matin, Africa Guinée, à travers une interview exclusive, Dadis a pu parler. Et l'homme dit que, vu un peu les circonstances, en attendant de voir ce que les autorités elles-mêmes veulent, elles qui veulent vraiment l'entendre, qui en même temps l'empêchent de rentrer chez lui, en attendant de comprendre qu'ils sont maintenant disposés à vraiment l'écouter, parce que là, il pense qu'il joue à un double jeu, qu'il ne comprend pas lui personnellement, qu'il veut bien que justice soit faite, mais qui prend le peuple à témoin, qu'on n'a qu'à comprendre que finalement, c'est les autorités qui ne veulent pas que la lumière jaillisse. Et par conséquent, vu la date limite, et qu'il ne peut pas rentrer chez lui, qu'il annule sa candidature. Donc, il n'est plus candidat à la présidentielle. Bon, pour le bonheur des autres candidats en lice. Donc vous pensez que c'est suffisant pour qu'il rentre chez lui, c'est ça? Non, il dit, puisqu'on l'empêche de rentrer, il peut aller faire face à la justice. Il peut être candidat, mais il peut demeurer une menace. Pour, non, ça là c'est clair. Ça c'est clair, il veut rassurer. Il veut rassurer, c'est aussi là l'autre paire de manches qu'il ne faut pas oublier. En le disant sous cet angle, si on l'oublie un instant, que voilà, l'homme a compris qu'on n'a pas besoin de lui, qu'il est devenu persona non grata chez lui, en l'oubliant de cette façon, il peut se prendre et rentrer chez lui. Mais il est question aujourd'hui de voir la situation au plus près et prendre les dispositions qui s'imposent pour régler aussi au plus tôt cette situation. Parce que si on laisse la situation empirer, qui nous dit que Dadis Camara ne trouvera pas d'autres subterfuges pour faire entendre parler de lui ou pour agir autrement? La situation en Guinée est suffisamment critique, je trouve, pour qu'on laisse ça se faire de cette façon-là. Il faut trouver la formule la plus idéale pour sortir de plus tôt de cette situation. La Minus Kakovi, très rapidement, alors, au regard des épisodes d'Adis Camara, est-ce qu'on peut en déduire aujourd'hui que si les pays africains voulaient vraiment régler les crises politiques sur le continent, ils pourraient vraiment y arriver? Écoutez, les pays africains n'ont jamais voulu régler les crises. Ça c'est de l'autorité publique. Le cas d'Adis Camara est là. Est symptomatique. Avec beaucoup de douceur, on a pu l'empêcher, pour l'instant, de rentrer en Guinée pour ajouter une crise à une autre. On peut bien le faire pour d'autres crises politiques sur le continent. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Ce qui se joue là, je pense que c'est peut-être la conséquence du départ brutal de Blaise Compaoré du pouvoir, parce qu'on sait très bien que c'est lui qui réussissait d'une manière ou d'une autre à canaliser la fougue de Dadis Camara. Aujourd'hui, il n'est plus là, et les autorités actuelles, les autorités transitionnelles, elles ont beaucoup d'autres soucis, beaucoup d'autres difficultés à régler, et donc s'occupent certainement très peu de Dadis Camara. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que les chefs d'État de la sous-région prennent clairement une décision concernant le cas d'Adis Camara. Qu'on lui notifie clairement que avant les élections, il ne pourra pas rentrer chez lui et que l'individu sache que aujourd'hui, il lui est interdit de rentrer au pays. Oui, mais on ne peut pas le lui interdire gratuitement ainsi. Il y a les droits de l'homme. Oui, les droits de l'homme. Il faut trouver des manières. Ceux qu'on a tués également, ils ont des droits. Hein. Ceux qu'on a tués par le passé, au-delà de tout, sous Dadis Camara, ils ont des droits. De rentrer chez lui pour répondre de ses actes. Je pense que aujourd'hui, on est en train de prévenir une autre crise. D'accord. C'est pour cela que, habilement, on l'empêche de rentrer au pays. Il faut trouver donc le moyen de droit qu'il faut pour le lui dire. Oui, c'est pour ça que je dis que les chefs d'État doivent pouvoir se mettre ensemble et prendre une décision claire qui s'impose. Mais je pense que la confusion que nous faisons aujourd'hui, c'est une confusion entre l'agenda judiciaire et l'agenda politique, sinon l'agenda électoral. Et donc aujourd'hui, et là justement Joël le disait, Dadis Camara qui aujourd'hui dans une habileté discursive semble dire que voilà, les autorités guinéennes veulent m'écouter sur ce dont on m'accuse, mais en même temps on m'empêche de rentrer. Donc il joue un peu pour pouvoir rendre le gouvernement responsable du fait qu'il soit contraint de rester. Il n'a pas raison aussi. Moi je ne sais pas si c'est le gouvernement qui officiellement l'empêche de rentrer. On a parlé de la Côte d'Ivoire et du Ghana, ce n'est pas le président Alpha Condé qui siège, qui règne dans ces deux pays-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, il pose un problème, un casse-tête à tous les chefs d'État de la sous-région. Et ça, il va falloir qu'ils le comprennent et qu'il essaye de canaliser un tout petit peu sa fougue. Très rapidement. Alors Joël Itonji, pour finir, est-ce que vous ne pensez pas que les chefs d'État africains sont réellement en mesure de régler les crises politiques s'ils avaient vraiment la volonté? Non, ça c'est tout dire. Hein. Dans toute situation, il y a des solutions.
Quand un problème se pose, il y a toujours des solutions. Quand vous avez la volonté d'y arriver. Mais le problème, c'est que souvent, il manque de volonté. Vous ne pouvez pas être ensemble et être dans l'impossibilité de soulever une montagne. Et Dadis Camara, je ne crois pas qu'il soit véritablement une montagne. Il suffit qu'on veuille vraiment régler une fois pour bon. Ce problème, on va pouvoir le faire. Dadis Camara, en toute honnêteté, comme nous l'avons apprécié plus d'une fois, veut s'assurer qu'il ne sera pas inquiété si un jour il rentre chez lui. Mais voilà qu'il y a eu des victimes. Il va falloir régler ce problème-là. Il faut couper la poire en deux, donc faire asseoir Dadis Camara et lui expliquer ce qu'on peut lui concéder, lui donner l'assurance qu'on peut lui donner, parce que c'est aussi ça. Après tant de guerres, il y a toujours un règlement à l'amiable. Il y a des concessions parce qu'on ne peut pas réveiller ceux qui sont morts. Pour autant, il faut rassurer ceux qui ont perdu les leurs qu'il y a un lendemain meilleur. Donc c'est à ce jeu qu'il va falloir jouer. Mais si on n'a pas la volonté de le faire et qu'on préfère régler le quotidien au niveau de chaque État, eh bien, c'est une situation qui peut une fois encore échapper. Donc, il faut la volonté si on veut vraiment régler le problème et on peut arriver à bout. Merci Joël Tondi, merci Bellarminus Kapovi. Madame, Monsieur, ce sera tout pour notre premier débat de ce jour. Nous abordons sans transition le deuxième sujet au menu de cette édition, de cette émission au Soudan du Sud. Le président Salva Kiir a signé malgré lui avec beaucoup de réserves l'accord de paix devant mettre fin à la guerre civile dans son pays, mais pour beaucoup d'analystes, certaines clauses de cet accord auront du mal à être mises en application, ce qui pourrait entraîner l'échec des négociations. Salva Kiir signe enfin avec beaucoup de réserves l'accord de paix au Soudan du Sud. Doit-on craindre l'échec de sa mise en application? C'est le deuxième débat juste après ce générique. Le débat se poursuit avec Joël Tondi et Bellarminus Kapovi. Bellarminus Kapovi, je reste avec vous au regard donc des réserves formulées par le président sud-soudanais Salva Kiir lors de la signature de cet accord de paix. Selon vous, est-ce qu'on peut craindre une difficulté de sa mise en application? Écoutez, la difficulté, elle est là depuis toujours. Je pense que l'euphorie qui est née de la déclaration d'indépendance du Sud-Soudan en juillet 2011 a fait quelque peu oublier la survivance des tensions au sein même du mouvement populaire de libération du Soudan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a certaines puissances étrangères, notamment américaines, qui ont amené les rebelles, les ex-rebelles ou les rebelles du Sud-Soudan à aller vers la sécession, à aller vers l'indépendance, sans avoir préparé l'après-indépendance, sans avoir cherché à savoir est-ce que le peuple sud-soudanais était prêt à avoir un État et une nation. Comment on peut savoir, comment on peut les préparer? Il y a eu un gouvernement juste oui, après mais l'indépendance. le problème c'est que il faut... La crise qui est venue au sein de ce gouvernement, c'était une crise interne. Non, mais ce n'est pas aux Américains, ce n'est pas aux puissances qui les ont aidés à avoir leur indépendance. Attention, pas à eux, en termes de géopolitique, c'est beaucoup plus... plus... suffisamment matures quand même. En termes de géopolitique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La crise à laquelle on assiste actuellement, on a tendance à circonscrire cette crise à décembre 2013. Mais le problème au Soudan, c'est l'un des plus anciens conflits de l'Afrique. Ça date de 33 ans. Qu'est-ce qui se joue? C'est que pendant longtemps, vous le savez très bien, le Sud-Soudan dispose des terres les plus arables et puis des plus grandes richesses pétrolières. Et pendant longtemps, le Nord, c'est-à-dire le pouvoir de Béchir, essayait d'envoyer le pétrole sud-soudanais en Chine. Et donc ça a énervé en même temps les Américains qui ont voulu disposer de cette manne pétrolière. C'est justement là où il y a eu le problème. Et donc, on a précipité l'indépendance du Sud-Soudan afin de pouvoir s'accaparer des richesses pétrolières du Sud-Soudan. Et on n'a pas préparé l'après. Et c'est justement ce à quoi on assiste. Si on pense que la crise qui est née en décembre 2013 date de décembre 2013, c'est une erreur. Il y a des tensions bien avant, au sein même du mouvement populaire de libération du peuple soudanais. Au regard de vos analyses, la résolution n'est pas pour demain alors? Non, moi je ne vais pas avoir une vision décliniste des choses, mais je pense que ça va mettre beaucoup de temps. Parce qu'on parle des richesses pétrolières et quand vous observez un tout petit peu les pays africains qui sont très riches en pétrole, c'est toujours des conflits. Et ces conflits sont souvent alimentés par des puissances étrangères qui agissent. Je pense que si on a envie de résoudre ce problème, on va le résoudre. Mais aujourd'hui,
tenez, les États-Unis qui ont tout fait pour amener le Sud-Soudan à l'indépendance, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne les entend pas dans cette crise? On les entend très peu. Peut-être qu'ils interviennent par le biais des Nations Unies. Oui, mais avant, pour amener le pays à l'indépendance, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. On envoyait même des acteurs, Georges Kouloune par exemple, qui allaient, mais aujourd'hui, on découvre que les Georges Kouloune disposent des terres les plus arables du Sud-Soudan. Voilà la réalité de la crise à laquelle on assiste aujourd'hui. Joël Yetonji, les principales réserves émises par Salva Kiir concernent les questions liées au partage du pouvoir et aux régions riches en pétrole. La communauté internationale a donné 72 heures à Salva Kiir pour mettre en application cet accord. Il a pris un décret ce vendredi matin. Est-ce que selon vous, la résolution de cette crise passe juste par la signature des papiers? Juste, vous l'avez dit, vous avez ajouté juste. Il y a beaucoup, il y a eu un accord, il y a eu un décret, mais est-ce que c'est suffisant pour amener justement, pour désarmer les milices, pour désarmer les combattants sur le terrain? Non, on ne peut même pas traîner sur les mots, parlant de la portée de cet accord. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas parce que ce n'est pas le premier accord, ce ne sera malheureusement pas le dernier. En l'état, il y a eu d'autres accords et on sait comment ça s'est terminé. Et dans le cas d'espèce, on a vu un certain Salva Kiir comme la personne sur qui on a mis le couteau pratiquement à la gorge en disant « tu signes ou on te décapite ». Il dit « ok, je le fais ». Mais je vous aurais averti, il y a des pics dans ce que vous me demandez qui peuvent avoir à susciter d'autres réactions que demain, personne ne pourra gérer. Donc, ce qui s'est joué là ne rassure pas d'un lendemain certain. D'autant que Salva Kiir a fait une déclaration aussi qu'on ne peut pas négliger. Il dit, aujourd'hui, est-ce que Riek Machar a le contrôle de ses hommes? Non, quand on prend la réalité sur le terrain, ce n'est pas évident que Riek Machar ait le contrôle de ses hommes. Pas plus que Salva Kiir, le contrôle de ses hommes. Ça reste un problème. Mais mieux, je voudrais rebondir sur ce que Vis-à-vis vient de dire. Il y a un problème fondamental. Il s'agit de l'acte de naissance même du Sud-Soudan. Le ver est dans le fruit. Cet acte de naissance comporte les gemmes de la résurgence de la crise. On n'a pas réglé le problème fondamental. On est allé à la va-vite parce qu'on a d'autres intérêts. Et c'est en cela que je dis, une fois encore, il n'y a que les Africains pour régler eux-mêmes leurs propres problèmes. Voilà Salva Kiir et Riek Machar hier, c'est quoi ce qu'ils demandent? Ils étaient des amis. Non, c'est ça le problème. Des amis qui hier ont fait croire à cette population qui sont là pour leurs intérêts. Mais la réalité, qui n'étaient pas là pour leurs intérêts. Il faut qu'on commence par s'agir sur l'essentiel. Salva Kiir, quand vous observez ce qui se joue aujourd'hui, c'est purement des problèmes d'intérêt. Et pendant qu'ils sont là à s'entre-déchirer, les autres sont là à amasser la richesse du pays. C'est ça la réalité. Parce que quoi? Quand hier, ils voudraient maîtriser le Sud-Soudan, lorsqu'on les a aidés à venir au pouvoir, ce qu'il fallait simplement faire, c'est de régler les problèmes de la richesse. Parce qu'on ne s'est pas entendu pour dire la manne, voilà la répartition qu'on va en faire. Les richesses, quand elles viendront, voilà comment on va le faire. Le bénéfice va être géré de cette façon. On ne l'a pas réglé. Aujourd'hui, l'autre a l'impression qu'on a mené le combat ensemble, mais il s'en met plein la poche. Je ne peux pas accepter que la situation continue comme ça. Et tant que ce sera comme ça, et vous avez entendu, ceux-là qui disent combattre à leur côté, dire qu'ils aient signé cet accord, ça ne nous engage pas. Ça veut tout dire. Ça ne suffira pas pour régler le problème. Et quand on va dire aujourd'hui aux rebelles d'aller gérer aussi, vous l'avez dit, l'État pétrolier, au même titre que Salva Kiir, allez-y. Où est-ce qu'on aura l'homogénéité de ce gouvernement si les deux ne s'entendent pas sur l'essentiel? La démilitarisation dont on parle, dans ces conditions-là, on n'aura pas de résultat. Le problème reste posé. Alors, mais pourquoi la communauté internationale est restée sourde aux réserves de Salva Kiir? Oui, parce qu'aujourd'hui, Salva Kiir, ma foi, apparaît comme l'homme qui véritablement ne fait plus fondamentalement que le jeu. Jusqu'à preuve de contraire, il est le président du Soudan du Sud. Donc on doit pouvoir compter sur lui pour faire accord de paix. On devrait pouvoir compter sur lui. Malheureusement, cette situation, je suis tenté un peu de comparer ça un peu à la Libye. Lorsque c'est comme ça, on est là pour vous accompagner. Lorsqu'à un moment donné, vous paraissez un peu trop intelligent, alors que vous-même, vous n'avez pas le contrôle de vos âmes, et vous venez déranger l'intérêt des autres, ces autres qui se croient toujours chez eux, parce que vous-même, vous ne comprenez pas que ce que vous avez vous suffit pour vous développer, pour vous
Est-ce que ce n'est pas dû au fait que lui-même, il est des casseroles? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de morts, des milliers de morts dans la guerre. Mais c'est cela que je dis une fois encore. Lui-même, il a des choses à se reprocher. Il a des choses à se reprocher. Donc, les menaces de sanctions et autres ont dû le plier à accepter. Ça, là, c'est vrai. Ça, là, c'est l'autre paire de manches sur lequel j'aimerais bien bondir. Mais je dis une fois encore, je reviens sur ma préoccupation du départ. C'est les Africains eux-mêmes, ce que nous vivons aujourd'hui. Mais la communauté internationale, parfois, je dis, cette communauté internationale, vous n'aimez pas trop bien. Mais je l'aime, je l'apprécie. Mais je dis, elle ne réglera pas fondamentalement nos problèmes. Vous avez signé, oui, vous avez souligné un pan très important. Vous voyez la fermeté avec laquelle la communauté internationale agit. Mais qu'est-ce que vous dites du cas du Burundi? Ça vous arrache sans doute le sourire. Cette communauté internationale est là. Elle nous a montré avec Salva Kiir que si elle veut, elle mettra la pression qu'il faut sur Nkurunziza et avoir les mêmes résultats. Mais pourquoi elle ne le fait pas? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Bellarminus Kakovi, alors, est-ce que, à votre avis, vous pensez également qu'aujourd'hui, les milices armées sur le terrain ont échappé réellement au contrôle de Salva Kiir et de Riek Machar? Dans toute rébellion, c'est toujours ça. Il y a toujours des éléments qui échappent aux leaders. Et donc, ce qui se joue aujourd'hui, je pense que d'abord, c'est la lutte pour le pouvoir et l'argent du pétrole qui alimente aujourd'hui le feu de la guerre. Et quand on parle de pétrole, je reviens là-dessus et j'insiste sur ce point, on a toujours des puissances étrangères tapis dans l'ombre. Et donc c'est ce qui se joue aujourd'hui. Vous savez, on ne peut pas résoudre le problème du Sud-Soudan sans chercher à résoudre les problèmes internes aux deux Soudans, que ce soit le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Et je pense qu'on a tellement de problèmes. Et l'un des problèmes aujourd'hui qu'il faudrait impérativement chercher à résoudre, c'est le problème des frontières. Et vous le savez, la frontière qui s'étend sur plus de 1500 km, et il faut chercher à résoudre ça parce que on franchit les frontières de part et d'autre. On n'a pas préparé les populations frontalières à l'avènement de frontières entre les deux pays. Et donc, voilà, et ce sont les mêmes peuples. Et ce qui alimente aujourd'hui foncièrement aussi cette guerre-là aujourd'hui. Et donc, je pense que malheureusement, au sein de l'Union africaine, il y a un principe cardinal d'intangibilité des frontières qui pose fondamentalement le problème. Mais l'Union africaine s'obstine toujours à maintenir les frontières coloniales. Et tout ça, ça alimente les problèmes entre différents pays. Vous le savez, le Bénin, si le Bénin et par exemple le Burkina n'étaient pas des peuples qui empruntent de la paix, on aurait pu aussi en arriver là avec l'île de l'île aux oiseaux, l'île de l'été entre le Bénin et le Niger. On a des conflits frontaliers un peu partout. Et l'Union africaine s'obstine toujours à maintenir les frontières coloniales. Et je pense que c'est autant de difficultés auxquelles sont confrontés les États africains, notamment les néo-États comme le Sud-Soudan. Et donc aujourd'hui, que ce soit le président Kiir, ses forces forcément lui échappent de temps en temps, que ce soit le chef de la rébellion, l'ancien vice-président, lui également, ses forces peuvent lui échapper. Et donc aujourd'hui, on est dans un système complètement dépassé, un système qui est aujourd'hui difficile à contrôler. Et je pense qu'à un moment donné, et je rejoins Joël là-dessus, il ne faut pas toujours attendre la soi-disant communauté internationale. Il faut que les pays africains... Les États-Unis, la Chine et toutes ces grandes puissances aujourd'hui sont à la recherche du pétrole. Et tant qu'il y a le pétrole quelque part, elles sont prêtes à toutes les compromissions possibles. Et je pense qu'il revient aujourd'hui à l'Union africaine. Encore une fois, l'Union africaine de se prendre plus au sérieux et de prendre les décisions qu'il faut. Mais le problème... l'Union africaine peut faire aujourd'hui, oui, mais le problème aujourd'hui... Si elle est financée par ces puissances-là. Exactement. Parce que même ces frais de fonctionnement sont financés par ces puissances. Je suis tout à fait d'accord. Les pays africains sont incapables de faire fonctionner l'Union africaine. C'est là la grosse problématique. Et au-delà de ça, c'est qu'il y a certains chefs d'État aujourd'hui qui se disent, mais qui sont-ils pour nous donner des leçons? Il a donné le cas de Nkurunziza. Et je pense qu'à juste titre, ils ont raison parce que quand vous regardez aujourd'hui au sein de l'Union africaine, on a des chefs d'État qui sont là depuis 30 ans. On a des chefs d'État qui sont là depuis 20 ans. Quelles leçons peuvent-ils donner à ceux qui veulent tordre le cou à leur constitution? Merci Bellarminus Kakovi, merci Joël Yetondi. Madame, Monsieur, c'est tout pour notre deuxième débat de ce jour. Voici un nouveau point de l'actualité, c'est le flash d'information. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a ordonné par décret à l'armée de cesser les combats contre les rebelles à compter de ce vendredi. Ce décret entre dans le cadre de l'accord de paix signé mercredi avec beaucoup de réserves par Salva Kiir pour mettre fin à 20 mois de guerre civile dans le pays.
Le Nigeria a marqué ce jeudi le 500e jour de l'enlèvement des lycéennes de Chibok par Boko Haram dans le nord-est du pays. En dépit de l'énorme émotion internationale, le monde reste sans nouvelles des jeunes filles annoncées comme mariées ou vendues en esclavage. Deux journalistes français ayant enquêté sur le royaume du Maroc ont été arrêtés ce jeudi à Paris et placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'avoir tenté de faire chanter le roi du Maroc en proposant de ne pas sortir leur livre en échange de 3 millions d'euros. Notre troisième thème de ce jour porte sur la commémoration des 500 jours de l'enlèvement des filles de Chibok au Nigeria. Les membres du collectif Bring Back Our Girls ont-ils tort de garder l'espoir de retrouver les lycéennes un jour? Nous en parlons dans un instant. 500 jours après l'enlèvement des filles de Chibok au Nigeria, on est toujours sans nouvelles des lycéennes. C'est notre sujet numéro 3, juste après ce générique. Nous sommes de retour sur ce plateau, toujours avec Bellarminus Kakovi et Joël Yetonji pour la suite du débat. Joël Yetonji, 500 jours après la disparition de ces lycéennes, est-ce que vous pensez qu'on peut encore espérer retrouver la totalité de ces lycéennes en vie? Je suis malheureusement tenté d'être affirmative, puisque vous dites la totalité. Est-ce qu'on peut les retrouver? Ce n'est pas évident. Le nombre est important. On pourrait peut-être avec un peu de chance, je veux dire, trouver une ou deux, c'est possible. Ce n'est pas à écarter si la volonté, une fois encore, y est. Si la volonté y est. Depuis que le président Boari est là, oui, il y a la volonté. Oui, je voudrais, vu le temps que nous avons, je voudrais aller vite plutôt et faire remarquer ici que cette volonté dont je parle ici, c'est encore là. Là où nous attendons la communauté internationale, nous ne l'avons pas. Vous imaginez plus d'un an. Plus d'un an, on n'a pas de nouvelles de ces enfants. Vous imaginez? Il y a quand même des mobilisations sur le plan international. Non, quelle mobilisation? C'est ça vous appelez? C'est ça vous appelez? Il y a des banderoles. Ça n'attendrit pas Boko Haram, bien au contraire. Ça, vous allez constater, je ne vois pas vos yeux doux, hein, faites ce que vous voulez chanter. Les parents sont dans leur rôle, mais la communauté internationale doit se mobiliser. Sur ces fronts-là, on aurait applaudi. Il ne s'agit pas du pétrole dans le cas d'espèces. La communauté internationale doit, là, je pense, bander ses muscles et faire preuve d'un peu plus de compassion, je veux dire, si on peut accepter le mot. Pourquoi? Vous avez vu la mobilisation que nous avons, les détachements qu'on observe lorsqu'on nous parle de crash des Français qui ont disparu dans des zones difficilement accessibles. Vous voyez un peu la mobilisation de la communauté internationale quand c'est un Américain qu'on perd dans... Non, ici, on a demandé... Vous ne mobilisez pas vous-même, les Africains. Mobilisez-vous. Je dis... Pourquoi l'Afrique ne se mobilise pas? Non, l'Afrique doit se mobiliser, c'est clair. Mais je dis pendant qu'on y est. Et que cette communauté internationale, on parle de l'actualité toute fraîche. Vous avez évoqué encore un cas qui est brûlant sur tapis. C'est le cas du Sud-Soudan. Oui, la communauté internationale agit promptement et continue d'agir. Et dit, signer, on a dit. Lui dit qu'il a des réserves. On dit, on s'en fout. Mais signez d'abord, après on verra vos réserves. Oui, dans le cas d'espèce, c'est ce qu'on devrait pouvoir faire. Mais cette communauté internationale, elle était absente. Je dis que c'est quelque part... Elle n'est pas absente. Moi, j'appelle ça de l'absence. Parce que lorsque vous avez... Non, il ne s'agit pas d'émotion. Pour montrer cette émotion... La première dame des États-Unis a réagi. Voyez-vous? Est-ce que ce n'est pas suffisant? Vous voulez qu'on y aille avec des armes aussi? Non, ce dont on avait besoin, justement, en parlant de la communauté internationale, c'est des renseignements, c'est des appareils de détection. Et ces appareils élans, là, nous n'avons pas encore. Cela se fait actuellement. Vous avez vu? Le Nigeria bénéficie de l'appui de la France, des États-Unis en matière de renseignement. Ça a pris timidement. Je veux simplement demander aux parents de ne pas perdre espoir. On ne retrouvera pas tous ces enfants-là. Il y en a qui ont déjà servi de bouclier humain. Il y en a... Les récentes attaques que nous avons eues, on nous a dit que ce sont des filles, de jeunes filles qui se sont fait exploser, qui nous dit que ces filles-là ne font pas partie des filles que Boko Haram a eu à kidnapper. Donc, c'est dire que les retrouver aujourd'hui sera très difficile. Et dans ce qui se joue aussi, où on bombarde à tout moment, la force de feu qu'on a commencé par exploiter, on peut perdre ces filles-là au cours de ces attaques-là. Mais on n'est pas sur Mars. Je voudrais demander aux parents de ne pas perdre espoir. On va peut-être retrouver quelques-unes. Dans quelles conditions? Parce qu'il y a aussi l'autre paire de manches.
on a déjà entendu dire que parmi les filles qui sont parvenues à fuir, il y en a qui se sont retrouvées avec des grossesses et des familles ont refusé, les ont rejetées. C'est des organisations non gouvernementales qui les ont récupérées. Donc c'est tout un problème ce qui se joue aujourd'hui. Mais c'est heureux. Et une fois encore, je pense que c'est l'occasion rêvée de demander à cette Afrique-là de s'unir autour des causes nobles. Et les pays qui sont déjà au front, il faut les encourager et demander aux autres de se joindre. Il ne faut pas avoir trop peur de Boko Haram. Dans la peur, on est toujours plus perdant que gagnant. Oui. Mais la ministre Kapovi, alors le président Bouhari a déclaré qu'il ne garantit pas de retrouver ses filles saines et sauves. Est-ce qu'il a raison selon vous? Je pense qu'il a le mérite d'être clair. Parce que faire des promesses utopiques, je rappelle que étymologiquement l'utopie c'est partout et nulle part ailleurs. Et donc faire rêver des gens sur du néant, je pense que ça n'aurait pas été responsable. Non, il préfère être réaliste. Je pense qu'il préfère être réaliste et ça c'est tout à fait à son honneur. Avant toute chose, je pense d'abord aux parents de ces filles, aux familles de ces filles. Je pense que ça ne doit pas être facile pour eux, pour ces parents-là, de perdre comme ça leur fille et depuis un peu plus d'1 an, de ne pas avoir bientôt de nouvelles. 2 ans, parce que c'est 100 jours. Exactement, de ne pas avoir de nouvelles, ça doit être très pénible. Ensuite, vous avez demandé tout à l'heure à Joël si on peut les retrouver. Est-ce qu'on peut les retrouver la un jour? totalité des filles. Je pense qu'il y a déjà une partie des filles qui a eu à faire défection. Une cinquantaine, sur les 273, une cinquantaine. Donc il y a plus de 200 encore dans la nature. Il y a quelques 200 encore. Je pense que certainement, on en aura qui ont dû perdre la vie déjà malheureusement au cours d'attaques, des attaques aussi bien de l'armée nigériane que des forces de la coalition aujourd'hui qu'on est en train de dégager pour aller combattre Boko Haram. Vous avez également évoqué les mobilisations à l'international. Non, je pense que ces mobilisations n'étaient que civiles. On n'a pas eu une véritable mobilisation de la soi-disant communauté internationale. Vous savez, pour attaquer l'Afghanistan ou pour attaquer l'Irak de Saddam Hussein, on a pu sortir toute l'artillerie militaire. Oui, mais là, aujourd'hui, quand il s'agit... Ce n'était pas 200 filles, c'était des raisons beaucoup plus stratégiques. Écoute, justement, donc ça veut dire que par rapport aux stratégies pétrolières, de la vie de 200 filles, ça ne vaut absolument rien. Et c'est là où moi je m'interroge. Je pense que si c'était un seul Américain ou 2 Français qu'on avait kidnappés, on aurait eu vent de toutes sortes de stratégies pour pouvoir les récupérer. Et donc moi je pense qu'il y a un problème. Ensuite, j'ai ouï dire qu'il y a certains pays occidentaux qui continuent de payer des rançons à Boko Haram. Quand Boko Haram, aujourd'hui ils ont fait allégeance à l'État islamique, donc on continue de payer la rançon. Et là, ça pose un problème. Parce que ces rançons-là servent à quoi? Ça sert à acheter des armes et à faire face donc à l'armée nigériane. Donc je pense qu'il y a un problème aujourd'hui. D'abord, il y a une sorte de cynisme du système international qu'il faut combattre aujourd'hui. Je voudrais aussi dire que les premières victimes de Boko Haram aujourd'hui, c'est qui? C'est des Nigériens de confession musulmane. Oui. C'est aussi des Camerounais de confession musulmane. Et donc, moi, je n'arrive pas réellement à comprendre aujourd'hui la revendication qui est celle de Boko Haram. Et c'est en cela que je voudrais saluer le pouvoir tchadien qui, contrairement aux autres pays africains, a pris le problème comme un problème tchadien à un moment donné et aller au front. Et donc ça, c'est des efforts qu'il faut encourager. Et on espère que les autres pays africains vont se mobiliser réellement contre Boko Haram et qu'on puisse un jour retrouver les traces de ces jeunes filles qui se sont évaporées dans la nature. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. C'était Angle de vue avec mes invités, Bellarminus Kapovi, docteur en communication politique, et Joël Yetondi de la rédaction. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur SICA.